Climat de tension dans les écoles ivoiriennes. Le lycée municipal de Koumassi est aujourd'hui en proie aux violences. Enfin, 13 décembre 1981, la Pologne est en état de siège. 6000 syndicalistes sont arrêtés. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. L'escalade de la tension se poursuit dans les établissements scolaires du pays, et cela la veille des congés de Noël. C'est en effet au tour du lycée municipal de Koumassi d'être pris pour cible par des élèves perturbateurs. Ces derniers ont délogé aujourd'hui leurs camarades des salles de classe à coups de sifflet et de jets de pierre. Le constat, 2 doigts de laser et nous Sangaré. Des salles de classe vides. Des élèves dispersés dans la cour de l'école. Voici le décor que présente le lycée municipal de Koumassi ce mercredi 13 décembre. Les cours sont perturbés par certains élèves. Ils ont cassé l'enceinte du lycée municipal 1 et 2. Bon, vraiment, ce ne sont pas des gestes vraiment louables. Nous évitons ces dégâts que certaines personnes se disent élèves viennent casser les biens scolaires que l'État met à notre disposition pour que nous soyons sincèrement à l'aise dans l'établissement. Le lycée municipal de Koumassi devrait abriter une cérémonie sur la citoyenneté et le civisme qui malheureusement n'a pu se tenir à cause des jets de pierre. C'est un dommage pour vraiment nos jeunes élèves de maintenant. Et nous voulons en profiter de cette occasion pour dire que le ministère de l'Éducation nationale a un calendrier. Il ne faudrait pas que ces élèves-là, eux-mêmes, se fassent auteurs des congés, parce qu'ils ne sont pas le ministère de l'Éducation nationale. Et nous leur disons que l'école, c'est pour eux. L'école est faite pour qu'un élève puisse apprendre et pas pour être un vandale. Dans une déclaration ce mardi 12 décembre, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avait déjà invité les élèves au strict respect de la date du 22 décembre prévue pour les congés de Noël. Selon la ministre Kandia Kamara, les perturbations, si elles continuent, auront des conséquences négatives sur le temps d'apprentissage et sur les résultats scolaires. Direction à présent la Sierra Leone où le système éducatif est confronté à un tout autre problème. Les jeunes filles enceintes sont rejetées. Ces adolescentes sont en effet privées d'école et d'examen. Du coup, ces exclusions ont de fortes conséquences sur leur éducation. Regardez. À 17 ans, Fatmata est enceinte de son 2e enfant. Elle n'avait que 15 ans lorsqu'elle a accouché de son premier. Avec sa cousine, elles ont été forcées de quitter l'école lorsque leur grossesse est devenue trop visible. Une règle imposée en Sierra Leone par le gouvernement qui considère que ces jeunes filles montrent le mauvais exemple. J'étais malheureuse parce que je ne pouvais plus voir mes amis ni les filles de mon village à l'école. Mais j'étais enceinte et ensuite j'ai dû prendre soin de mon enfant. J'aurais préféré autre chose, mais je n'ai pas eu le choix. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, une femme enceinte sur 3 est une adolescente. Pour faire face à la pression internationale liée à ces mesures d'exclusion controversées, le gouvernement s'est vu forcé d'ouvrir des classes spécialement destinées aux jeunes filles enceintes. Elles peuvent ainsi poursuivre leur scolarité en suivant un programme très allégé et à l'écart des autres adolescents. Les jeunes pères, eux, sont épargnés. C'est contre-productif d'isoler de jeunes garçons juste parce qu'ils ont mis une fille enceinte. Les garçons ne portent pas d'enfants, mais les filles, oui, et ça se voit. C'est la grande différence. Le gouvernement affirme que cette initiative est un succès. 5000 jeunes filles sur les 14 000 inscrites dans ces écoles spéciales ont fini par réintégrer l'école traditionnelle après leur grossesse. Mais près de 2 tiers d'entre elles restent définitivement exclues du système éducatif. Ce n'est pas parce que ces jeunes filles sont enceintes que leur éducation doit s'arrêter net. Notre position est très claire et nous l'avons dit au ministre de l'Éducation. Nous voulons que ces adolescentes soient scolarisées, pas discriminées. Mais le gouvernement ne permet pas cela. L'éducation sexuelle n'existe pas en Sierra Leone. Seules les ONG se chargent d'informer les adolescents sur leur sexualité. Et même les solutions temporaires sont menacées
Le gouvernement assure ne pas avoir assez d'argent pour continuer à financer ces cours, au risque de condamner des milliers d'adolescentes à abandonner leurs études complètement. Retour en Côte d'Ivoire, un bâtiment de 3 classes pour l'école primaire publique du village de Alangouassou-Mbessou dans le centre du pays. C'est un don de l'organisation non gouvernementale ivoiro-suisse contre la pauvreté. On en parle avec Charles Tatou de RTI Boaké. Alangwa et Mbessou font partie des villages du département de Tébissou frappés par les travaux de construction du barrage de Kossou. Déplacés sur un même site dans la commune de Yamoussoukro en 1972, ces deux localités ont été obligées de se fondre en un seul village. Un village doté d'habitations modernes et d'une école primaire de 6 classes. Malgré ces faveurs venues du projet de l'aménagement de la vallée du Bandama, la population ne s'endort pas sur ses lauriers. La mutuelle de développement et certains cadres luttent pour le progrès de leur localité dans le développement. L'accroissement de la population de ce village déplacé rejaillit sur sa petite école qui enregistre aujourd'hui un effectif global de 320 élèves, d'où l'ouverture d'une cantine scolaire en 2016 par l'ONG Ivoiro-Suisse. Ma soeur, depuis 40 ans, est mariée à un Suisse, donc a créé ce lien naturel entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Et de ce fait, nous nous fréquentons. Et ces fréquentations ont permis de pouvoir constater que nous avons des parents qui sont dans des conditions difficiles. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'ONG Ivoiro-Suisse. Les cadres ont intensifié leurs relations avec cette ONG pour la construction d'un second bâtiment de 3 classes. Les travaux ont été réalisés sur cofinancement à hauteur de 15 millions de francs CFA. Autre actualité, le village de Kotouba dans le nord-ouest du pays, désormais connecté au réseau électrique national. Les populations ont célébré récemment cette électrification. Elles ont également adressé des mots de remerciement à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara. Les détails avec Kone Pargasoro. Les populations du village de Kotouba, village situé à environ 14 km d'Odiné, peuvent danser et chanter. Leur village vient de bénéficier de l'éclairage public. Les habitants de Kotouba, à travers leur porte-parole, ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Leur village amorce ainsi le chemin du développement. C'est la fête de la lumière. Il fallait qu'on célèbre cette fête-là pour montrer aux populations, aux autorités qui nous ont gratifiés de cette électrification, qu'on est vraiment content, on est honoré du don que nous ont fait. La mise sous tension s'est faite en présence du corps préfectoral, des élus et cadres du village, mais également en présence du ministre Gawusu Touré, fils de la région par ailleurs, parrain de la cérémonie de la fête de la lumière à Kotouba. Il a exhorté les jeunes du district du Denguélé à éviter d'être des migrants irréguliers. Faire une sensibilisation intense au niveau de nos jeunes pour qu'ils ne quittent plus ces régions-là à la recherche d'hypothétique bien-être ailleurs. Et pour nous, cela ne peut se faire que si nous nous engageons pleinement pour que les immenses potentialités que nous avons ici, surtout en matière rizicole, qu'on puisse les transformer pour que les jeunes puissent travailler. La présence du ministre Gawusu Touré à Kotouba, saluée par les élus et les populations. Ce qu'il dit, il le fait. S'il ne peut pas être dit carrément, je ne peux pas le faire. Nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que le ministre Gawusu Touré a accepté d'être le parrain de cette cérémonie. Nous ne pouvons qu'être très heureux et lui dire merci. L'occasion pour le parrain de procéder à la pose de la première pierre du centre de santé du village de Kotouba. Des médicaments de première nécessité, des équipements et fournitures de bureaux offerts au centre médical du quotidien Fraternité Matin. C'est un don de l'amicale des employés de Fraternité Matin résidant à Yopougon. Ce geste vise à améliorer les conditions de travail du personnel. On fait le point avec Doigt de Laser. Le centre médical de Fraternité Matin reçoit plus de 1000 patients. Un centre qui, depuis 5 ou 6 ans, n'a pas vu son matériel renouvelé. Donc le matériel était vétus.
notre pharmacie est vide. Ces difficultés sont celles que traverse le centre médical du quotidien Fraternité Matin depuis plusieurs années. Pour trouver une solution à ces problèmes, des matériels bureautiques, des médicaments et des pots de peinture ont été offerts par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et des structures partenaires de l'amicale des employés de Fraternité Matin résidant à Yopougon. Valeur du don, 5 millions de francs CFA. Cet acte de générosité, en fait, c'est un acte fort qui va à l'endroit du personnel, tant bien qu'aux membres de l'amicale. Le don qui a été mis à la disposition des ressources humaines va servir à bon escient. Un apport considérable, salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. En plus des médicaments, j'ai une salle d'accueil pédiatrique pour mes enfants, des jeux pour mes enfants, la télévision pour la salle d'accueil. Docteur aux Anges, un grand merci. 5 millions, ce n'est pas rien. C'est même beaucoup. Et nous disons d'abord merci à ces différents donateurs. Merci aux membres de l'AMEFRI. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites par cette amicale et nous encourageons vivement ce genre d'initiative. L'AMEFRI, l'amicale des employés de Fraternité Matin résidant à Yopougon, entend multiplier ses actions afin d'offrir au personnel de la structure une prise en charge sanitaire de qualité. Les pays membres du G5 Sahel se sont réunis aujourd'hui en France. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont été conviés par le président français Emmanuel Macron. Au menu de ce sommet, le financement de la force antiterroriste. En image, cet important coup de filet au Paraguay. Le trafiquant le plus recherché du Brésil a été arrêté aujourd'hui dans la ville d'Encarnacion. Marcelo Fernando Pinheiro Vega fournissait en armes et en drogue la plus grande faction criminelle de Rio de Janeiro. À noter que son passé est également très chargé en homicides et autres vols. Enfin, 13 décembre 1981, la Pologne est en émoi. La télévision et la radio nationale interrompent leur programmation habituelle. À leur place, passe en boucle le discours du président de la République, le général Jaruzelski. Ce dernier déclare l'état de siège dans le pays. 6000 syndicalistes sont ainsi arrêtés, y compris le très populaire Lech Walesa. Les explications de Thomas Guessambi. 13 décembre 1981, le général Jaruzelski proclame l'état de guerre en Pologne. Cette tentative de prise en main par le pouvoir communiste va en fait accélérer la décomposition du monde soviétique. Le triomphe de Lech Walesa et les grévistes des chantiers navals après la signature des accords de Gdansk le 31 août 1980 est de courte durée. Solidarnosc, qui réunit l'ensemble des nouveaux syndicats libres, soit 10 millions d'adhérents, obtient le 9 novembre 1980 la reconnaissance du gouvernement inféodé à Moscou, tout en étant dispensé de faire allégeance au Parti communiste. Mais le calme ne revient pas pour autant. De l'autre côté de la frontière, les troupes du pacte de Varsovie multiplient les manœuvres menaçantes. Cependant que le chef du parti, Stanislas Kania, et le ministre de la Défense, le général Jaruzelski, se rendent à Moscou pour s'entretenir avec le tout-puissant maître du Kremlin, Léonid Brejnev. Les grèves se multiplient dans le pays et le malaise n'est pas dissipé par l'inauguration consensuelle du monument aux victimes de la répression du 15 décembre 1970 à Gdansk. Le gouvernement doit faire face à une situation économique désastreuse. Il y répond par des augmentations de prix sur les produits alimentaires et par un allongement de la durée de travail des ouvriers. Réunis en congrès, Solidarnosc n'arrive pas à faire, dans le même temps, défendre les ouvriers contre le régime et prendre en considération les intérêts de la nation. L'Église catholique également, très influente, est aussi embarrassée. Le 18 octobre 1981, le général Jaruzelski, qui depuis le 9 février 1981 assumait déjà la fonction de Premier ministre en sus du ministère de la Défense, évince Stanislav Kania. Il prend sa place à la tête du parti. Le voilà désormais tout-puissant. C'est ainsi que dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, la milice et la police instaurent l'état de guerre.
Les chars de l'armée bouclent les rues. Lech Walesa est arrêté, de même que beaucoup d'autres leaders de l'opposition, intellectuels et syndicalistes. Le syndicat Solidarnosc est suspendu. Le général Jaruzelski assurera plus tard, dans ses mémoires, avoir agi dans l'intérêt supérieur de la nation pour dissuader les soviétiques d'intervenir eux-mêmes. Il est vrai que cette crainte a été largement partagée par le pays et en Occident, même si elle apparaît a posteriori surestimée. Merci d'être toujours RTI2.